Le 17 octobre, c'est un massacre colonial. Quand le préfet a fait le tour des postes de police en disant pour un coup reçu vous en donnerez 10, pour les policiers qui entendent ça, si vous voulez, eh bien c'est un permis de tuer. Le 17 octobre 1961, quelques dizaines de milliers d'Algériens sortent pour répondre à un appel de la Fédération de France du FLN à braver, à boycotter un couvre-feu qui leur a été imposé à eux et à eux seuls, ceux qu'on appelle les Français musulmans d'Algérie à ce moment-là, par le gouvernement de Michel Debré et le préfet de police Maurice Papon. C'était bien expliqué qu'on ne devait porter rien sur nous, pas même une épingle à nourrice, parce qu'on avait bien précisé que cette marche serait pacifique. Le préfet de police Maurice Papon est prévenu assez tard de l'initiative et il dispose dès le matin des forces de police considérables qui sont armées de façon très importante. Le premier événement du 17 octobre, c'est d'abord une des plus grandes raves de l'histoire de France, puisque selon la préfecture de police, en quelques heures, ce sont 11 500 manifestants qui sont embarqués. C'est considérable. Et au début, les camions de police suffisent, puis on doit réquisitionner pour ça les bus de la RATP. La dernière fois que les bus de la RATP ont servi, c'était en juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv. Imaginez-vous dans la rue et vous voyez des corps par terre avec du sang, avec des menottes. C'est l'horreur, il n'y a pas d'autre mot que ça. J'en ai vu qui ont été jetés dans la Seine. Et j'en ai vu qui essayaient de s'accrocher à des buissons qui étaient au bord de la Seine pour essayer de se sauver. Dans la nuit même du 17 au 18 octobre, sans attendre du tout la fin des événements, Maurice Papon sort un communiqué de presse qui dit qu'il y a eu 3 morts. Alors c'est évidemment une version outrageusement mensongère. Par exemple, les archives de la brigade fluviale qui repêchait les cadavres dans les cours d'eau ont disparu alors qu'ils étaient sous la responsabilité du préfet Maurice Papon, qui est resté préfet jusqu'en 1967, qui a donc eu le temps de faire un certain ménage. Eh bien, on comprend que le bilan exact, on ne le connaîtra jamais. L'explication, elle vient en grande partie du fait que le pouvoir gaulliste à ce moment-là est divisé en réalité. Parce que De Gaulle négocie avec le FLN, mais à Matignon, il y a Michel Debré, qui lui est un partisan farouche de l'Algérie française, et lui fait tout ce qu'il peut pour gêner ces négociations. Et il a écarté par exemple un ministre de la Justice qui était extrêmement favorable à la négociation, qui s'appelait Edmond Michelet. Il a écarté un ministre de l'Intérieur et il les a remplacés par des gens qui sont des durs, alors notamment Roger Frey au ministère de l'Intérieur, et puis il y a Maurice Papon qui fait partie du même camp. C'est un pacificateur colonial qui est là parce qu'il a appris, d'abord au Maroc, puis en Algérie, à réprimer férocement le nationalisme nord-africain. Et c'est voilà, la chaîne de commandement qui explique un petit peu l'étrangeté politique apparente de cet événement, c'est ça. Il faut quand même imaginer qu'entre 1958 et novembre 1961, il y a 47 policiers de la préfecture de police qui sont tués, 47
tués et 137 qui sont blessés. Et beaucoup très gravement, hein, ils sont tétraplégiques, ils sont en fauteuil roulant. Ce sont des gens qui rêvent de vengeance, hein, bien sûr, qui se sentent ciblés injustement quelque part. Et Papon, quelques jours avant, a fait une tournée des postes de police, et c'est là qu'il tient sa fameuse phrase, hein, pour un coup reçu, vous en donnerez 10, etc. Pour les policiers qui entendent ça, si vous voulez, eh bien, c'est un permis de tuer, en tout cas. Il n'y aura pas de conséquences, quelle que soit votre attitude. La presse pose des questions et met en doute la version officielle de Papon, mais le gouvernement va tenir bon, il va obtenir le silence, hein, en empêchant une commission d'enquête, en saisissant, en censurant des journaux, et puis surtout, quelques mois après, il y a les accords d'Évian, la fin de la guerre, et une page que les Français sont pressés de tourner le plus vite possible, et l'événement va finir par tomber dans l'oubli. Il se lance dans la collecte de témoignages très nombreux. Il utilise les archives qu'on a bien voulu lui laisser utiliser, et il construit un récit, il contextualise l'événement, il lui rend sa rationalité politique, et donc c'est le premier acte de Jean-Luc Einaudi. Mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque le fait d'avoir écrit ce livre va l'amener à être confronté directement à Maurice Papon lors de procès. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. La revendication aujourd'hui, comme à l'époque, c'est qu'il y a une parole qui reconnaisse nettement donc cette affaire comme un crime d'État, c'est-à-dire un crime qui a été fabriqué, produit par la République française.